Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on retombe en enfance. Salut, moi c'est Marie et quand j'avais 4 ans, mon instit nous a dit que le soir, si on rangeait pas nos jouets, ils allaient se réveiller et nous manger, et nos peluches aussi. Et du coup, j'ai pas dormi pendant 2 nuits jusqu'à ce que ma mère me demande ce qui s'était passé et qu'elle aille engueuler l'instit. Donc j'ai un peu vécu Toy Story. Waouh. Ça y est, on a réparé l'enfance de Marie. Elle a regardé Toy Story. Exactement. Qu'est-ce que t'en as pensé ? J'ai beaucoup aimé, sans surprise. J'avais entendu te dire que c'était un chef-d'œuvre. Je crois que le Toy Story 3 est encore mieux, mais c'est bien fait, ça a bien vieilli, c'est bien écrit. Enfin, c'est tout. On retrouve en fait tout ce qui va faire le succès de Pixar plus tard. C'est-à-dire que c'est aussi bien charmant pour les enfants que amusant pour les adultes. T'as des blagues à plusieurs niveaux, c'est intelligent, c'est hyper méta, c'est un commentaire sur l'imaginaire et l'enfance. C'est vraiment drôle et divertissant. Je pense qu'il y a quelques longueurs au milieu, honnêtement, où au bout d'un moment j'avais compris. Mais j'ai trouvé ça émouvant et intelligent et drôle, quoi. Ce qui est très cool aussi, c'est que moi, je l'avais pas revu depuis l'enfance, en fait. Et on l'a regardé toutes les deux un soir. En plus, on était un petit peu fatigués. Et en fait, j'ai eu l'impression on retombait toutes les deux en enfance, vraiment, en le regardant. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on regarde des Pixar d'aujourd'hui, qui vont être vraiment très sophistiqués. Là, il y a quelque chose d'assez simple dans celui-là, qui a fait que tout de suite, on était un peu des gamines en le regardant. On va t'entendre, c'était très mignon. Honey, I'm sure we'll find Woody and Buzz before we leave tomorrow. C'est demain. Oh non. Oh, c'est trop triste. C'est trop triste. Tu vois, il a pas été abandonné complètement. It's because you're a toy. You are his toy. Mais oui. Why would he want me? C'est cringe de ouf. T'étais à fond. Tout à fait. Marie, est-ce que tu peux résumer ce film en 30 secondes comme on a l'habitude de le faire dans chaque épisode d'Amis ? C'est un film sur un jouet cow-boy qui est terrifié par l'abandon, qui est le jouet préféré d'un petit garçon qui s'appelle Andy. Et un jour, en fait, ce cow-boy, Woody, n'est plus le jouet préféré parce qu'il y a un nouveau jouet qui arrive. C'est le cauchemar de tout le monde, littéralement. Il le vit et il le vit très mal. Et après, il va y avoir une aventure entre lui et Buzz. C'est aussi un petit commentaire sur la masculinité toxique, je dois dire, sur la rivalité entre hommes, même si là, c'est des jouets, mais ça fonctionne. Et c'est surtout un message à tous les enfants pour prendre soin de leurs jouets et de toutes leurs possessions. C'est un film sur l'obsolescence, un peu. Oui. La peur de l'obsolescence. Est-ce que tu as des questions ? Sid, dedans, c'est le petit garçon qui est vicieux. Et je me suis demandé si Sid était une référence à Sid Vicious, parce que c'est le premier truc auquel on pense. Probablement. Sid Vicious, qui était le chanteur des Sex Pistols, qui a poignardé sa compagne dans l'hôtel Chelsea à New York, et qui était un mec super dans l'ensemble, mais en plus qui s'appelait Sid Vicious. Donc j'ai envie de te dire, voilà. Et là, Sid, c'est quand même il est vraiment horrible, quoi. Oui, le nom n'a sans doute pas été choisi de manière innocente. Exactement. J'ai une question très bête sur... En fait, j'ai une question de crédibilité de ce film parfois au niveau des interactions des jouets. Parce que, en fait, il y a des moments où ils se préoccupent de savoir si Andy va revenir d'un coup. Et dans ces moments-là, en fait, ils reprennent leur place initiale pour pas qu'on les suspecte. Sauf qu'il y a plein de moments et de scènes où ils sont en train de parler. Tu te dis, à tout moment, ils pourraient revenir. C'est vrai. Voilà. Et est-ce qu'ils ont pensé à ça ? Je ne crois pas. Je pense que c'est la magie du cinéma. Autre question, qu'est-ce que Andy fait avec une bergère en poupée parmi ses jouets ? Je veux pas être dans une division genrée des jouets, mais pour le coup, Andy, il est fan des cow-boys et des astronautes. Donc, il est très, très codé masculin. On se demande un peu. Peut-être que c'est un jouet qu'il avait plus jeune et tu vois, qu'il a laissé de côté. Je me suis dit, c'est peut-être à sa petite sœur. Mais Oui, c'est vrai. Ou il voulait juste un personnage féminin au milieu. C'est ça. Et est-ce que les petits aliens viennent de Toy Story à l'origine, ceux-là, là ? Oui. Ils sont très mignons et très, très drôles. Et en général, en regardant le film, je me suis demandé comment ils avaient eu les droits de reprendre certains jouets qui sont des jouets assez cultes. Je pense pas qu'ils datent de Toy Story. Enfin, Monsieur Patate, Mr. Potato, ça, c'est des livres qui prédatent ça. Et là, il y a un jouet qui est basé là-dessus. Je
Je me suis demandé s'ils avaient payé des droits, s'ils avaient négocié, voilà. Je sais pas si tu... Ils ont effectivement passé des accords avec les différentes sociétés de jouets. Après, ce qui est intéressant, on va reparler de la jeunesse de Toy Story, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui croyaient forcément au succès du film. Et donc, les grosses entreprises de jouets, notamment Hasbro et Mattel, ont donné leur accord pour certains trucs, mais pas tout. Donc, Hasbro a dit OK pour Monsieur Patate. Mais, par exemple, ils n'ont pas voulu donner les droits de G.I. Joe. Et Buzz l'éclair, à la base, était censé être G.I. Joe, puisque c'est le jouet préféré de John Lasseter, le réalisateur. Mais Hasbro, ils ont dit non, parce que pour eux, voir un G.I. Joe avec une fusée qui éclate scotchée à son corps, ça enverrait une très mauvaise image du jouet. Donc, ils ont dit non. Ils étaient très inquiets par rapport à la réputation que Toy Story allait faire à leur jouet. Non, mais parce que c'est vrai que c'était un tout nouveau projet d'animation. Enfin voilà, même s'il y avait l'étendard Disney derrière, c'était quand même un gros risque Toy Story. Et Mattel, par exemple, ils ont refusé de céder les droits de Barbie pour le film. D'où la bergère. Voilà, par contre, ils l'ont fait dans les Toy Story suivants. Parce que, oui, j'avais vu qu'elle était dedans. Ouais, et le succès de Toy Story a fait que je pense que tout le monde s'est un petit peu détendu. Mais c'est pour ça que Barbie n'est pas dans ce film-là, alors qu'il y avait quand même beaucoup de jouets iconiques. Et par exemple, Rex, le dinosaure, on est 2 ans après la sortie de Jurassic Park. Donc le fait qu'il y ait un jouet dinosaure, c'était un des jouets les plus populaires à l'époque. Et c'était un peu obligatoire qu'ils le mettent, quoi. L'histoire de ce film démarre avec l'anniversaire de Andy, et donc qui s'apprête à recevoir plein de cadeaux et peut-être des nouveaux jouets. Et ça inquiète énormément tous les jouets. Tu l'as dit, on découvre qu'en fait, ces jouets ont une vie secrète. Quand les humains ne sont pas là, les jouets dansent. Et ceux-là, en particulier, ils sont menés par Woody, la poupée cow-boy. Et donc, le jour de l'anniversaire, ils sont tous très inquiets puisqu'ils se demandent si l'arrivée d'un nouveau jouet va peut-être faire que certains vont être relégués, remis dans le, comment dire, dans le placard. Voilà. Dans la boîte à jouer. Voilà, vont être renvoyés dans la boîte à jouer. Voilà. Il y a un truc génial à ce moment-là, c'est qu'ils envoient en fait les petits soldats en plomb investiguer et avec un talkie-walkie. Et c'est vraiment très très drôle cette scène. Enfin, c'est hyper bien trouvé en fait. Ouais. Le côté mission, on ne laisse aucun homme derrière. Quand la mère écrase un des petits soldats, ils sont en train de le ramener comme si c'était. Enfin, c'est vraiment génial. Ça, c'est une super introduction à cet univers et c'est très très intelligent, quoi. Mais en fait, tu sens la cinéphilie de tous les gens qui ont travaillé sur le film, puisqu'il y a énormément d'univers cinématographiques qui sont convoqués. Donc là, évidemment, il y a le film de guerre, mais il y a aussi plus tard le film d'horreur, le film d'action. Donc ouais, c'est hyper jouissif parce que tu sens des gens qui aiment le cinéma et qui veulent communiquer ça à un public très très jeune en fait, et déjà les initier à des codes cinématographiques. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que l'animation de ces petits soldats en plastique, elle est hyper bien faite. Pour la petite histoire, pour créer une animation la plus fidèle possible, je crois que c'est John Lasseter qui a demandé aux animateurs de clouer des chaussures à des planches de bois et de marcher avec pour vraiment voir ce que ça ferait en fait en termes de mouvement et pouvoir reproduire ça dans l'animation. Et c'est vrai que c'est hyper bien fait. Ouais, et puis ça a un pouvoir comique aussi de les voir se déplacer comme ça, comme s'ils étaient, enfin sur leur planche justement, ça fonctionne très 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 bien. Woody, c'est un peu le héros de l'histoire. Quand on démarre le film, tu le décrirais comment ? C'est marrant parce qu'il est incarné par Tom Hanks dans sa voix, et Tom Hanks c'est un peu l'américain moyen, et je dirais que Woody c'est un peu aussi l'homme moyen américain ou pas américain, dans le sens où c'est un homme à la fois qui se veut très masculin mais qui est pétri d'insécurité. Là il est vachement dans un rôle de leader et d'organisateur parce que c'est le préféré d'Andy, et dès que cette domination va être remise en question quand Buzz va arriver, là d'un coup, on le sent complètement perdu et hyper faillible, quoi, et faible. Donc, c'est assez marrant. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont vraiment réfléchi à ce que les jouets correspondent un peu à la personnalité des personnages. Et on a Woody qui est une poupée, en fait, et donc qui est un peu chiffre-molle. Ouais. D'ailleurs, on le voit même dans ses mouvements, il est tout le temps en train de se contorsionner dans tous les sens. Alors que Buzz, qui arrive, c'est un jouet en plastique hyper rigide, hyper droit, et qui a un code moral très, très strict, et qui est aussi pas très flexible dans sa manière de réfléchir. Woody, à l'inverse, il manque un petit peu de ce code hyper rigide, et on sent qu'il se laisse porter là où le vent le mène, en fait. Ouais, puis on le sent très vite parce qu'il a une interaction justement avec la bergère et il rougit. Ça, c'est assez mignon, justement. On sent qu'il a...
c'est pas un mec à la dure, quoi. Et le jouet qui va venir tout changer et foutre un petit peu la merde dans l'histoire, c'est Buzz l'éclair, qui est donc le nouveau jouet préféré d'Andy, qui est ravi de recevoir ça en cadeau pour son anniversaire. Comment tu décrirais Buzz l'éclair ? Ce qu'on comprend de Buzz l'éclair, c'est qu'en fait, c'est le jouet à la mode en plus, parce que tous ses amis sont un peu jaloux de ça, c'est assez marrant. C'est un astronaute qui, je pense, est inspiré, Buzz pour Buzz Aldrin, très clairement, qui était un des membres de la mission qui a mis le pied sur la Lune pour la première fois avec Armstrong. Et Buzz l'éclair, il est un peu con-con. Buzz l'éclair, il a pas compris qu'il était un jouet, en fait. Donc, il pense qu'il est vraiment un astronaute qui a une mission qui doit détruire une sorte d'entité diabolique qui menace la planète. Et il est très littéral, mais en même temps sympathique. Tu sens que c'est un bon bougre, quoi. C'est vraiment pas un personnage méchant du tout. C'est plus Woody qui s'embarque dans une situation où ils ont des menaces extérieures, mais à la base, Buzz, il est pas non plus hostile, quoi. Non, il est hyper attachant, en fait, très vite. Le truc, c'est que dès que Buzz arrive, malgré toutes ses bonnes intentions, ça crée beaucoup d'insécurité à Woody, tu l'as dit. Et tout de suite, tu étais très triste du sort de Woody. Bah, c'est triste quand même, parce que d'un coup, il avait des amis et il en a plus, quoi. Le pauvre. Trop triste. Il a été remplacé. Oh non, il va être exclu. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Woody a dû être totalement changé. Pendant les premiers essais, il était beaucoup plus agressif envers Buzz. Il l'est déjà un petit peu, je trouve, dans le film. On sent qu'il a une jalousie il a une jalousie qui est assez laide. Mais dans le scénario d'origine et dans les premiers essais, il était vraiment insupportable. Et là, dans le film, il y a plein de malentendus où tout le monde pense qu'il en veut à Buzz alors que c'est plus des accidents qui font que Buzz est éjecté. Et Woody se retrouve un peu exclu du groupe à cause de ça. Dans la première version, c'était volontaire. C'est-à-dire que Buzz tombe de la fenêtre parce que Woody l'a poussé, etc. Et il est en train de s'énerver sur tous les autres jouets. Il est un peu tyrannique avec eux parce que c'est lui qui fait la loi. C'est le shérif, quoi. Ouais. Et quand ces essais ont été montrés pour la première fois aux équipes de Disney, ils ont dit non mais c'est catastrophique, c'est censé être le héros et il est insupportable. Et ils ont failli annuler le projet parce qu'ils ont dit ça ne fonctionne pas en l'état. Et c'est ensuite que le personnage de Woody a été un petit peu adouci. Et ils ont rajouté la séquence qu'il y a au tout début du film où on voit Andy jouer plein de fois avec Woody pour établir un lien émotionnel pour les spectateurs qui se disent « Ah, c'est son préféré ». Et ensuite, quand il l'est plus, on a la réaction qu'on t'a entendu avoir. On se dit « Oh non, c'est fini ». Ils sont malins. Et en découvrant Buzz, tu as aussi découvert la phrase la plus culte de ce film. Vers l'infini et l'au-delà. Et au-delà. Et au-delà. Voilà. On n'y est pas encore à 100%, mais on y arrive. Tu connaissais cette phrase ou pas ? Ça me dit quelque chose, mais clairement, pas trop. C'est trop mignon. Vu que je viens de dire vers l'infini et l'au-delà. Oui, déjà hier, quand on en a parlé au téléphone, tu m'as dit à l'infini et au-delà, c'est ça ? Non, honnêtement, je connaissais pas. Je crois que je l'ai vu plein de fois sur Internet ou des choses comme ça, mais je comprenais pas la ref, quoi. C'est fou. Ouais. Ça, c'est vraiment un gros truc en plus. Oui. On en a de moins en moins dans Ami, des trucs comme ça qu'on a totalement zappé. Mais je sais, mais en plus, là où je me suis rendu compte que c'était vraiment une énorme lacune, c'est que mon mec connaît rien à la pop culture. Et quand je lui ai parlé de Toy Story, il m'a dit vers l'infini et au-delà. Et j'étais, c'est pas possible. Comment est-ce que lui, il connaît et moi, je connais rien, quoi. Ouais, en fait, c'est limite rentrer dans le langage courant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont l'utiliser sur Internet, comme ça, ça n'a plus aucun lien avec Toy Story. Mais en tout cas, tu as découvert la phrase en regardant le film et forcément, à force de l'entendre de plus en plus, au moment où elle arrive dans la résolution clé du film, tu étais très satisfaite. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Ça marche très très bien. Et c'est vrai que c'est un peu triste parce que quand on y pense, Buzz a vraiment remplacé Woody dans le sens où les deux personnages, les deux jouets ont été créés par Toy Story. Pour le coup, c'était pas des jouets préexistants. Et le jouet
qui existe encore vraiment dans l'inconscient collectif aujourd'hui ou qui est acheté par des gosses, c'est Buzz l'éclair en fait. C'est pas Woody. Ah, c'est marrant parce que pour moi, Buzz, c'est vraiment l'incarnation de Toy Story aussi. Mais pour moi, Woody, c'est le plus gros truc, quoi. Mais tu connais des gamins qui jouent avec un Woody, par exemple, parce que je connais pas de gamins qui jouent avec quoi que ce soit. Parce que moi, mon petit frère jouait avec un Buzz l'éclair. Et par exemple, à Disneyland, il y a une attraction Buzz l'éclair. Il y a pas d'attraction Woody. Moi, dans l'idée que je me faisais de Toy Story, c'était vraiment Woody. Surtout que c'est la voix de Tom Hanks, que c'est lui qu'on voit sur toutes les affiches. Pour moi, il y avait quelque chose, c'est vraiment très rattaché à Woody et Buzz l'éclair. J'avais l'impression que c'était un personnage secondaire. Je suis d'accord sur Toy Story, mais en fait, celui qui a une vie en dehors de Toy Story, pour moi, c'est Buzz l'éclair. C'est-à-dire que je l'ai déjà vu vraiment dans les jouets, les costumes, tu vois, de gamins à Halloween, les cartables. Parce qu'il est plus cool quand même. Parce que Woody, il est pas hyper cool. En plus, il est un peu mesquin, Woody. Au final, bon, il a une rédemption à la fin et tout ça, mais il a moins de gadgets aussi, et c'est tout le propos du film, c'est-à-dire que Buzz l'éclair, c'est un peu un jouet de nouvelle génération. Il a une voix automatisée. Ouais, puis même il a un physique un peu d'américain avec son gros cou là, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Un peu les Channing Tatum. Moi, dans ma tête, Buzz l'éclair, c'est George Clooney, et George Clooney, c'est George l'éclair. Alors que c'est pas du tout lui, mais j'imaginais même qu'il avait fait sa voix parce que pour moi, il a tellement le physique de George Clooney. Ouais, c'est ça, un peu en plus moche quand même, mais oui. Alors que Woody, vraiment, il a un côté un petit peu plus fielleux, quoi. Enfin, il est pas, c'est pas un personnage, j'allais dire attirant. C'est un jouet de dessin animé, évidemment que non, mais c'est pas un personnage si plaisant que ça ou avec lequel t'as envie de t'identifier si t'es un enfant, quoi. C'est littéralement une chiffre molle, quoi. Ouais, voilà. J'ai une anecdote hyper touchante sur Vers l'infini et au-delà pour te dire à quel point cette phrase... Après, il y a beaucoup d'anecdotes sur Disney et la signification que ça peut avoir pour plein de gens. Non, ça va être un truc sur un enfant qui a été malade ou un truc comme ça, non? C'est l'histoire d'un père et de son fils aux États-Unis, en Floride, qui se sont perdus dans l'océan. Le fils a été emporté par le courant, le père est allé à sa poursuite et en fait, ils se sont retrouvés tous les deux perdus et emportés par le courant. Donc pendant des heures, ils étaient assez proches l'un de l'autre pour s'entendre, mais en plus, ils ont dû passer la nuit dans l'eau, je crois, et donc ils s'étaient perdus de vue, mais ils s'entendaient. Et donc le père criait vers l'infini et le fils répondait et au-delà, parce que c'est un des trucs avec lequel le fils avait vraiment connecté. C'était Toy Story. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires d'enfants autistes pour qui Disney a eu un rôle très très important, et c'est un truc qui leur a permis d'exprimer des choses qu'ils n'arrivaient pas à exprimer ailleurs. Et donc, dans le cas de ce père et de son fils, ils ont tous les deux été récupérés par 2 bateaux différents et ils se sont retrouvés. Et ensuite, il y a eu plein d'articles où ils disaient que Toy Story leur avait un peu permis de tenir mentalement et aussi de s'assurer pendant un certain temps qu'ils n'étaient pas éloignés trop l'un de l'autre. Il y a plein d'autres jouets dans le lot. Il y a Monsieur Patate, il y a Rex, le dinosaure, il y a le chien zigzag, il y a la tirelire, il y a la poupée. Il y en a un que tu préfères ou pas? Je pense Rex, mais c'est parce que c'est Wallace Shawn qui fait sa voix et c'est le prof dans Clueless. Il est aussi dans The Princess Bride. Woody est un petit peu laissé de côté par Andy. Buzz l'éclair fout la merde dans la dynamique de groupe des jouets. Et comme si tout ça ne suffisait pas, il y a aussi une menace dans la maison d'à côté, qui est Sid, le fils des voisins, qui est absolument affreux. Comment tu décrirais Sid? Alors, il a la tête du mec qui était dans The Bear, la saison 2, là, et qui était aussi dans Midsommar. Oui. Enfin, d'ailleurs, quand on l'avait vu, tu m'avais dit il a la tête du mec de Toy Story, mais moi, j'avais pas vu Toy Story. Et surtout que dans Midsommar, il joue un énorme connard, donc ça fonctionne vraiment bien parce qu'il joue un peu la personne que Sid serait devenu à la vingtaine, quoi. Moi, je pense que Sid, il va devenir chirurgien, un truc comme ça, parce qu'il a du talent à explorer, quoi. Il est ambitieux dans ses entreprises. Sid, comment je le décrirais? C'est un petit sadique. C'est un petit sadique qui aime torturer des jouets, mais en vrai, honnêtement, torturer des jouets, ça va, normalement. Là, c'est parce qu'ils prennent vie devant nous, donc ça nous attriste, mais disons que dans la vraie vie, il serait en train de torturer des animaux, sûrement, je pense. Oui, là, il fait des expérimentations un petit peu extrêmes avec ses jouets. C'est un truc qu'on a tous fait. Et d'ailleurs, Barbie, il faisait référence, le film de Greta Gerwig, avec la Barbie qui a été totalement torturée. Sur laquelle, on a dessiné plein de trucs au stabilo et à qui on a coupé les cheveux. Donc, on est tous un petit peu coupables de faire ce que Sid a fait. Mais c'est vrai que lui, ça va quand même très loin. C'est-à-dire qu'il les fait exploser avec des pétards. Oui, non, mais tu sens que c'est un petit délinquant en puissance. En fait, c'est surtout ça. C'est que tu sens qu'il est surtout passionné
passionné par les explosifs, quoi. Oui, et puis qu'il est méchant avec sa petite sœur, et puis ils l'ont pas arrangé, évidemment. Enfin, c'est pas très sympa. Ils lui ont mis un appareil dentaire, des boutons. Enfin, c'est vraiment un peu le pré-ado horrible, vilain, voilà, qui fait peur. Et qui martyrise tout le monde. Ouais, c'est ça. Si vous allez sur notre compte Instagram, à la sortie de cet épisode, je mettrai une petite photo de moi qui avait fait une coupe de cheveux assez horrible à l'une de mes poupées et qui avait l'air très fière de moi. Nice. C'est un film qui est coécrit par beaucoup de monde, dont Joss Whedon, qui est arrivé en dernière étape. Joss Whedon qu'on aimait beaucoup comme créateur de Buffy. Qu'est-ce que tu as pensé de l'écriture ? C'est très bien écrit, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment très intelligent. C'est la marque de fabrique de Pixar de toute façon, c'est qu'il y a toujours... tout le monde en a pour son argent, en fait. C'est-à-dire que je pense que les tout petits vont apprécier le film au premier niveau. Et après, en tant qu'adulte, il y a plein de moments qui sont tellement, tellement drôles. Enfin, il y a plein de références à la pop culture et au cinéma, comme tu dis, ou à des grosses références qui sont très connues pour tout le monde, mais en même temps, dans la bouche de jouer, c'est vraiment très, très drôle. Même quand Woody, au début, fait un peu sa réunion comme si c'était un leader syndical et qui rassemble tout le monde et tout ça. Et qui a aussi le dessin magique, là, tu sais. L'ardoise magique. L'ardoise magique qui fait passer des messages. Enfin, c'est intelligent, en fait. Du coup, il y a plein de clins d'œil et ça fonctionne très bien. Et ça m'étonne pas que Joss Whedon ait bossé dessus parce que c'est ce qu'il a apporté à Marvel aussi. C'est-à-dire que et je pense pas que ce soit que lui qui a apporté ça à Toy Story. Je pense que c'est dans l'ADN de Pixar, très clairement. Mais c'est qu'il y a une couche de second degré et d'ironie sur quelque chose qui, normalement, devrait être extrêmement sincère, quoi. Oui, en fait, c'est vraiment l'ADN de Pixar tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ça a été de plus en plus creusé pour atteindre un niveau d'intelligence, en fait, et de double niveau de lecture qui est maintenant assez remarquable. Il faut raconter un petit peu l'histoire de la jeunesse de Toy Story, qui est aussi, en vrai, la jeunesse de Pixar. En gros, Toy Story a été réalisé par John Lasseter. John Lasseter, c'est qui ? C'était un animateur de Disney à la base. Et il était vraiment fasciné par l'idée de faire de l'animation en 3D. Et un jour, dans les années 80, il a eu une idée pour un projet comme ça. Il l'a soumise à Disney. Et Disney l'a viré, puisque eux, ils n'étaient pas du tout chauds pour l'animation en 3D. C'est un peu hardcore, hein. C'est juste avoir une idée et on te vire parce que tu as eu une idée. C'est ça. En fait, à l'époque, vraiment, l'animation en 3D n'était pas hyper populaire chez Disney. C'était encore quelque chose qui paraissait très lointain. Donc, il a été licencié. Et à ce moment-là, il est allé travailler pour Pixar, qui venait d'être racheté par Steve Jobs. Et qui avait décidé, lui, plutôt d'en faire une entreprise qui vendait du matériel informatique. C'était quoi, à la base, Pixar ? Pixar, à la base, c'était la division informatique de Lucasfilm, qui était donc l'entreprise de George Lucas. D'accord, ok. Et donc, qui permettait de travailler sur des effets spéciaux pour certains films, mais pas de faire des films en entier qui utilisent ce genre de technologie. George Lucas a eu des petits problèmes de trésorerie après son divorce et un échec commercial au cinéma. Et donc, il a vendu cette entreprise à Steve Jobs, qu'il a rebaptisé Pixar. Et donc, à ce moment-là, il y a John Lasseter qui est à fond sur l'idée de faire un court-métrage. Il a décidé d'en faire un en disant à Steve Jobs, non, mais on utilisera ça comme démonstration pour montrer comment nos outils fonctionnent. Et c'était comme ça qu'il a fait son court-métrage Luxo Junior, qui est le court-métrage sur la petite lampe qu'on voit dans tous les Pixar, voilà, qui a été le premier film en images de synthèse à être nommé à l'Oscar du meilleur court d'animation. Et ensuite, il a continué à en faire, John Lasseter, et il a fait un court-métrage qui s'appelait Teen Toy, qui a gagné l'Oscar du meilleur court d'animation, et qui a ensuite inspiré Toy Story. Et en fait, au moment où John Lasseter gagne un Oscar pour son travail d'animation en 3D... Disney se réveille. Exactement. Jeffrey Katzenberg, qui est à l'époque le numéro 2 de Disney. Et tout ça, en fait, c'est des titans maintenant de l'industrie et ils le sont devenus à cette période aussi. Katzenberg fait une réunion à Disney et il dit « Il faut absolument qu'on ait ce mec-là, il faut qu'on le fasse revenir à Disney ». Mais John Lasseter ne veut pas. Ah bah, tu m'étonnes. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Jeffrey Katzenberg initie la signature d'un contrat de partenariat entre Disney et Pixar pour faire 3 longs métrages. Et John Lasseter est chargé de faire le premier, qui sera une adaptation en long de son court Teen Toy. Donc avec des jouets qui prennent vie, en fait. Mille et une pattes, c'est le deuxième ? Mille et une pattes, c'est le deuxième. Et ce qui est très intéressant avec Mille et une pattes, c'est que, on le sait, il y a eu Fourmise quasiment à la même période chez DreamWorks. DreamWorks
Spielberg, mais aussi Jeffrey Katzenberg, qui était le numéro 2 de Disney, et qui a donc participé au développement de Toy Story, qui a initié ce partenariat entre Pixar et Disney. Ensuite, il y a eu une guerre de pouvoir au sein de Disney. Il n'a pas eu le poste de président qu'il voulait, et donc il est parti s'associer avec Spielberg pour créer DreamWorks. Et cette déchirure a créé l'événement Fourmise mille et une pattes, puisque c'était clairement de la rivalité entre les deux, qui a fait que quand Katzenberg a appris que à Pixar, il travaillait sur Mille et une pattes, il a dit « Attends, j'ai un script qui parle de fourmis quelque part dans mon tiroir. Je vais activer la production tout de suite de ce truc. Il faut qu'on les batte et qu'on sorte Fourmis avant, ce qu'ils ont réussi à faire. » Et donc, ils se sont tirés un peu dans les pattes, les deux entreprises. Et il y a eu une guerre entre DreamWorks et Pixar qui est née de là. Mais tous ces gens, en fait, ont travaillé pour les mêmes entreprises à la base, et notamment pour Disney, quoi. Il faut préciser que John Lasseter, suite à l'énorme succès de Toy Story, est devenu le directeur artistique de Pixar et ensuite directeur créatif de Pixar et Disney, puisque Disney a fait l'acquisition de Pixar dans les années 2000. Ça n'a pas été gagné tout de suite, mais clairement, le succès énorme de Toy Story a contribué à développer l'animation telle qu'on la connaît aujourd'hui et Pixar telle qu'on le connaît aujourd'hui. Ouais, puis aussi un petit moment, enfin pour le coup, moi je m'en souviens pour y avoir assisté, même sans avoir vu Toy Story ou des choses comme ça, il y a eu un moment où il y a eu une apogée des dessins animés Disney dans la première moitié des années 90 et après ça a quand même chuté. C'est-à-dire que les dessins animés de la fin des années 90 ou début des années 2000 de Disney, ils étaient un peu ringards, quoi. Ouais, par rapport à Pixar qui faisait des trucs hyper novateurs et intelligents. Donc il y avait aussi ce truc où tu avais l'impression que Disney se réinventait en reprenant Pixar. Dès le départ, quand ils ont fait ce contrat de collaboration, ils ont dit, en gros, on a besoin de la technologie de Pixar et on a besoin du talent de Lasseter et de tous les animateurs de son équipe, mais on garde les droits. Et donc, en fait, les droits de Toy Story, de tous les jouets, ont toujours appartenu à Disney. Et ça, c'était un gros point de contentieux après, entre Disney et Pixar. Et en fait, il y a eu une acquisition de Pixar par Disney, mais il y avait énormément de friction entre les deux entreprises, puisque Pixar, ils estimaient que justement, ils avaient été un petit peu floués, qu'ils n'avaient pas suffisamment de droits et de recettes par rapport à leur contribution énorme à ces films. Mais ils étaient sous la houlette Disney. Donc maintenant, la question a été réglée puisque les deux ont fusionné, en fait. Mais il y a eu beaucoup d'affaires autour des droits et des négociations de contrats, en fait, entre Pixar et Disney qui sont assez fascinantes. Mais il faut quand même préciser que John Lasseter, qui est devenu la figure cultissime de Pixar aussi, est devenu un géant grâce à tout ça, suite à l'affaire Weinstein, a été accusé de comportements déplacés, gestes déplacés dans son entreprise et donc a pris sa retraite anticipée. Voilà. Enfin, maintenant, il travaille pour un autre studio, mais en gros, il s'est retiré de Pixar à ce moment-là. Évidemment, les faits qui lui sont reprochés sont beaucoup moins graves que ceux que Weinstein a commis, mais il a appartenu à toute cette vague de dénonciations qui ont suivi l'affaire Weinstein. Et ça a été un énorme choc. Enfin, du coup, tu l'avais peut-être, je sais pas si tu t'en souviens, quoi, à l'époque, quand l'article était sorti, mais tout le monde en parlait parce qu'il est associé à l'enfance de tellement de gens et à quelque chose de très pur et à une certaine intelligence, justement, pour capter tout ce qui fait la magie de l'enfance. C'est comme Joss Whedon aussi, quand il a été accusé de harcèlement, parce que c'est harcèlement moral, surtout Joss Whedon, mais parce que, c'est des figures qui ont été vachement élevées aussi, où on avait l'impression qu'elles étaient intouchables. Et dans un univers qui était plutôt enfantin en plus, et donc des créateurs à qui on avait envie de faire d'autant plus confiance, je pense. Toi, t'es plutôt Disney ou Pixar ? Je pense qu'à l'âge adulte, je suis plutôt Moi, je sais pas, en vrai. Non, mais en fait, ce que je me suis dit en regardant Toy Story, c'est que c'est marrant. Je me suis fait la réflexion, en fait. J'ai eu je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont déjà dit, mais c'est qu'en fait, Disney, la nature de Disney, c'est de t'emmener vers des univers différents pour nourrir ton imaginaire. C'est-à-dire que Disney, ça t'embarque dans le Londres de Mary Poppins, ça t'embarque dans l'Afrique du Roi Lion. C'est toujours des histoires qui sont complètement déconnectées de notre quotidien. C'est des contes de fées, en fait. Donc forcément, ça transcende tout le quotidien et un peu toute notre insignifiance, quoi, pour nous emporter vers des univers magiques.
Et en fait, Pixar, et ça commence dès Toy Story, c'est le contre-pied de ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est méta et tout ça, parce que c'est un commentaire sur l'imaginaire en lui-même. C'est-à-dire que ça va toujours être ancré dans le quotidien. Pas toujours, mais en fait, les exemples qui me sont venus, c'est, t'as Toy Story qui est quand même hyper connu, qui est sur ça. Donc, c'est sur un enfant, son rapport aux jouets et le fait que les jouets prennent vie et tout ça. T'as Monstres et compagnie qui est quand même sur le rapport à la peur, le rapport aussi à l'imaginaire des enfants et montrer qui sont ces monstres, en fait, qui viennent envahir nos rêves et tout. Inside Out, c'est sur les émotions de l'enfance et comment est-ce qu'on les gère et tout. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, que ce soit aussi ancré dans notre réalité et que ça commente, en fait, notre rapport à notre imaginaire, à notre subconscient, alors que Disney est juste là pour le nourrir. Donc, je pense qu'ils apportent des choses très différentes chacun. Et Disney, il y a un côté Madeleine de Proust, évidemment, où c'est juste tellement réconfortant. C'est des films qui sont intelligents, hein. Il y a de l'humour et tout ça, mais en fait, t'es pas là pour ça. En fait, t'es là pour être transporté. Pixar, t'es là pour être un peu émerveillé par le brio, aussi bien intellectuel qu'humoristique et que technique des films. Il y a un côté un peu show-off, dans le bon sens du terme, qui est différent, quoi. Donc j'aime bien les deux, en fait. Mais ça m'apporte pas du tout la même chose. Après, il y a des films Pixar qui sont plus Disney. Enfin, Le Monde de Nemo, pour le coup, c'est beaucoup plus dans cette veine-là et tout ça. Mais pour moi, ce qui définit vachement Pixar, c'est ce côté un peu plus méta et avec un deuxième degré, quoi. Toi, t'as une préférence ? Honnêtement, moi, j'ai jamais été très fan des deux. Je rejette l'enfance de manière générale. Anaïs, elle lisait Stephen King à 5 ans. C'est ça. Non, en vrai, je sais qu'à l'époque, j'ai énormément aimé les films Disney. Après, c'est marrant parce que moi, mes films Disney préférés, c'est vraiment les très, très vieux. Parce que je les trouve magnifiques visuellement. Ouais, c'est Blanche-Neige et les 7 nains, qui est le tout premier film Disney, qui est en 1937. C'est Bambi, c'est vraiment les vieux, Dumbo, les Aristochats, le livre de la jungle. J'étais obsédée par le livre de la jungle. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que ceux de notre époque, c'est-à-dire ceux que j'étais en âge de voir au cinéma, passé Le Roi Lion, que j'ai adoré évidemment comme tous les enfants, j'avais 4 ans quand je l'ai vu, j'étais pas très fan honnêtement. Moi, Aladdin, Pocahontas, Hercule. On va pas mettre au même niveau Hercule et Pocahontas, parce que Pocahontas c'est bien. En fait, moi, aucun de ces films-là, de ceux de la deuxième moitié des années 90, m'a énormément parlé. Après, dans les Pixar, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a énormément que j'ai pas vu aussi. Ouais. J'ai pas vu Wall-E, j'ai pas vu Up, j'ai pas vu Là-haut. Ah oui, d'accord. On va faire une mini-saison Pixar parce que Wall-E, c'est une de mes plus belles expériences au cinéma. C'était magnifique, quoi. C'est d'une poésie, mais c'est... C'est marrant parce que j'ai lu stupéfiant. Récemment beaucoup de trucs très négatifs sur Wall-E. Ah, c'est vrai, mais il faudrait que je le revoie, en fait, parce que moi, je l'avais vu à sa sortie au cinéma et c'était un truc, mais je me souviens que ça m'avait complètement époustouflée. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, je le reverrai, je serais plus du tout de cet avis, mais ça serait intéressant justement de le revisiter, quoi. J'ai le souvenir, par contre, très clair d'avoir été plus... j'avais pas fait le rapprochement dans ma tête parce que j'étais trop jeune, mais j'aimais beaucoup plus les films DreamWorks, en fait. J'ai adoré Shrek, j'ai adoré Fourmise. Moi, j'adorais Anastasia. Ouais, Anastasia. Les Pixar, il y en a plein que j'ai zappé. Il y avait un côté peut-être un peu trop sucré, un petit peu trop rond dans ces films-là, et je trouvais que les films DreamWorks, il y avait quelque chose d'un petit peu plus tranchant. Je trouve qu'il y a beaucoup de mordants quand même dans Bien sûr, les il y en Pixar, a, mais je fais une comparaison entre les deux. DreamWorks, t'as Shrek, c'est quand même un ogre hyper moche qui se tape une princesse qui est en dehors des standards de beauté, etc. Évidemment, je l'ai pas du tout intellectualisé comme ça à l'époque, mais j'aimais plus, et je pense qu'à l'époque même, je trouvais Pixar un peu trop cucu, alors que ça l'est pas du tout, et par contre, j'ai appris à apprécier ces films-là aujourd'hui, parce que Vice Versa a été une énorme claque. Et vraiment un truc... un des films qui m'a le plus marqué, il était au Festival de Cannes quand je l'ai vu et ça m'avait vraiment bouleversée. Je m'étais dit, il faut peut-être que je redonne une chance à Pixar parce que justement, en étant adulte et en voyant ces films en VO, je me rends compte de leur intelligence que j'ai totalement sous-estimée à l'adolescence où en fait, moi, j'étais partie sur autre chose. J'étais sur justement Fast and Furious et David Lynch, quoi. Et du coup, j'ai totalement zappé ces films-là. Mais je serais curieuse de les rattraper aujourd'hui, quoi. Ouais, on va organiser ça. Non, mais parce que pour le coup, j'avais pas vu Toy Story, mais j'ai vu presque tous les autres Pixar, quoi. Sauf Cars, parce que moi, j'ai vu Cars, j'avais bien aimé. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, mais j'aime pas les voitures, donc voir des voitures parler, non merci. Moi, il y a un truc qui me dérange un petit peu dans Pixar, c'est que je trouve pas ça très beau en général. Alors que c'est vrai que les vieux Disney, je trouve ça magnifique. Ah ouais. Fantasia, c'est un de mes plus gros traumatismes, mais qu'est-ce que c'est beau. Bon, il faut peut-être qu'on parle de ce qui se passe dans ce film. Bah ouais.
Il y a tout un tas de rebondissements, mais à un moment arrive une séquence très connue qui se déroule à Pizza Planet, une chaîne de pizza que l'on retrouve maintenant dans quasiment tous les Pixar. Et là, ce qui se passe, c'est que Buzz et Woody plongent dans une machine attrape-jouets avec tes personnages préférés. T'en as parlé tout à l'heure. Incroyable. Enfin, vraiment, ça m'étonne pas que ce soit une scène culte. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment très, très drôle. Et d'ailleurs, tu les as reconnus tout de suite parce que ça, pour le coup, t'y avais pas échappé, même sans avoir vu Toy Story, quoi. Ah, trop bien! Who's in charge here? Claus, our master bot, chooses who will go and who will stay. This is ludicrous. I have been chosen. Farewell, my friends. I go on to a better place. Gotcha. C'est vraiment génial, quoi. Ouais, Parce c'est qu'en hyper fait, malin. c'est comme une sorte de secte d'aliens et leur grand maître, c'est la pince qui vient les ramasser, quoi. Oui, qui vient d'en haut et qui descend les pour élire. Les prendre de manière arbitraire. Et il y a après, ils s'enfuient avec l'un d'entre eux. Enfin, ils s'enfuient, c'est Sid qui les kidnappe, quoi. Et ils sont avec un, et en fait, ils sont complètement illuminés. C'est comme, c'est comme si tu prenais des vieux hippies qui ont trop fumé, qui ont trop pris de LSD pendant des années. Le petit alien, il est en train de leur dire dans la voiture, Nirvana is coming, the mystic portal awaits. C'est très, très, très drôle. Ouais, ça, c'est vraiment très, très c'est bien vraiment hyper bien trouvé, quoi. C'est très, très bien. Et c'est vrai que c'est des jouets qui sont restés cultes depuis parce que c'est une séquence qui occupe pas énormément de place dans le film, mais qui est tellement marquante. Mais c'est marrant, en y pensant là, je me dis qu'en fait, ça présage un peu les Minions, mais de façon beaucoup plus intelligente. J'ai jamais vu les Minions, donc je peux pas juger du niveau d'intelligence. En fait, il faut que je l'ai déjà dit, mais j'ai un problème avec l'animation et j'ai pas encore réussi à examiner exactement en thérapie pourquoi ça me pose problème. Je sais pas si c'est parce que je n'arrive pas à m'identifier de manière suffisamment forte quand c'est pas des vrais êtres humains. Je sais pas si c'est parce que l'association d'un médium enfantin avec un discours adulte crée une espèce de court-circuit dans mon cerveau où je trouve ça bizarre. Enfin, je sais pas ce qui se passe, mais je suis naturellement rebutée par l'animation. Et donc, ça me demande un effort d'aller vers ça. Pourtant, j'ai vu énormément de films d'animation que je trouve sublimes, mais à chaque fois que j'en vois, ou qu'on m'envoie un communiqué de presse, ou qu'on m'invite en projo, je suis là... Genre, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui bloque. Ah, moi, j'adore ça. Et du coup, j'en ai raté plein. Les Miyazaki, tu les as vus ? J'en ai vu certains, mais pas tous. Bon, c'est intéressant tout ce que tu me dis. Ça nourrit beaucoup de... Une saison animation. Voilà. Non, mais franchement, je pense que ça vaut le coup. Si t'en as pas vu beaucoup, ça vaut vraiment le coup. Après, c'est vrai qu'en regardant ce film, j'ai compris que l'animation, même si tu n'arrives pas à t'identifier fortement avec les personnages, peut te traumatiser parce que j'ai l'impression que Toy Story, t'as des traumas qui sont liés à ça, quoi. Mais en fait, j'ai trop de traumas avec l'animation et je pense que c'est pour ça qu'à l'âge adulte, j'y vais de manière très craintive, quoi. Mais c'est vrai que oui, le truc que j'avais oublié, en fait, et que j'ai redécouvert en voyant le film avec toi à l'âge adulte, c'était les jouets de Sid. Et ça, mais vraiment, ça m'avait foutu des frissons. Mais c'est un musée aux horreurs, en fait. Ouais, c'est ça. Et alors, ce qui est fou, c'est que j'adore les freak shows. Donc, honnêtement, peut-être qu'il y a un truc qui s'est quand même joué à ce moment-là, parce que maintenant, j'adore tous les codes qui sont utilisés dans ces scènes-là. Et qu'en plus, le message du film dessus est super, parce que on pense qu'ils sont méchants parce qu'ils ont une apparence différente, et en fait, non. Donc, c'est vraiment cool. Mais en les revoyant, j'ai tout de suite pété un câble, en fait. Quoi ? C'est vrai. Doctor, you've done it! Psychopathe. Jeannie's all better now. She's lying! Oh non. Hey, hi there, little fella. Come out here. Get way out of here. Regardez cette tête, elle va traumatiser. C'est vrai ? On dirait les têtes de mes poupées quand j'étais petite. Oh là là. Tous ces trucs, je m'en souviens de ouf. C'est vrai ? Ouais. Ça t'avait fait peur ? Ah ouais. Ouais, et tu m'as beaucoup fait rire sur l'acceptation qu'il fallait avoir envers ces jouets. We gotta save him. Cette tête. Tous les corps sont beaux. Et c'est vrai, en plus, faut c'est être body totalement positif ça. avec les jouets aussi. Hein. Et c'est totalement ça le message du film, en plus, et je trouve ça super cool, parce que c'est des freaks qui, en fait, sont gentils. Mais c'est vrai que, ouais, ça
appuyer sur un bouton de l'enfance, là, hyper rapidement. Je vois ça. Non, et puis en plus, toute la séquence chez Sid, on parlait des films de guerre tout à l'heure dans l'introduction. Là, ils évoquent très clairement le film d'horreur. Il y a une ombre qui leur passe derrière à un moment. Donc ça marche très très bien. Et c'est vrai que là, à l'âge adulte, c'est jouissif de redécouvrir des codes que j'ai appris à aimer depuis. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais le tapis dans le couloir chez Sid, c'est le tapis de Shining. Ah non, j'avais pas remarqué. C'était le petit clin d'œil. Bon, toi aussi, t'as été un petit peu choqué quand même par l'attitude de Sid, parce qu'il aime quand même torturer ses jouets. Et on voit les dégâts qu'il a fait sur ses autres jouets, mais à un moment, il torture Woody avec une loupe, où il lui creuse un trou dans la tête avec le reflet du soleil. Ça t'a un petit peu choqué. C'est horrible. Where are you, rebel friends now? C'est horrible. C'est vraiment le petit trou dans le front. Tu sais que ça m'est vraiment arrivé, moi, une fois, d'avoir un trou comme ça. Mon manteau s'est mis à brûler. Ah bon? Ouais, à New York, dans l'appartement, parce qu'il y avait des miroirs partout dans l'appartement pour réfléchir la lumière. Et il y a un jour où le soleil était pile à l'angle, et je sais pas comment ça fait, mais à un moment, je sens de la fumée, je me retourne et je vois un rond de fumée qui est en train de s'évaporer de mon manteau parce que ça faisait le même effet. Et j'ai dit, putain, c'est comme dans Toy Story. Waouh. Ouais, il t'en est arrivé des choses. Hein. Ouais, t'as vu. Non, mais pour le coup, ça, je me souviens qu'à l'enfance, ça m'a marqué parce que c'est un concept scientifique que tu pourrais étudier en classe et effectivement, ça marche. Bon, là, on arrive à la partie qui me fait le plus rire parce qu'en vrai, à partir de là, ils doivent s'échapper pour retourner dans la maison. En plus, l'heure tourne parce qu'il y a un déménagement bientôt et que donc, s'ils n'arrivent pas à temps, ils seront oubliés pour toujours, les jouets. Et là, t'as commencé à méga stresser. Et c'était très, très drôle. Mais non, mais Buzz, à chaque fois, il le retarde. Il est chiant. Mais c'est horrible. Non. Ils vont y arriver. Ils y sont arrivés. Il y a une scène culte aussi dont je me souvenais très bien, enfin, en tout cas qui m'est revenue dès qu'on l'a vue, c'est la scène où Woody tend le bras de Buzz. Ouais, puisque Buzz a perdu son bras. Buzz est en pleine crise existentielle, le pauvre. Il va pas bien. Ça m'a fait de la peine pour lui. Parce qu'il a vu une pub sur lui. Ouais, et du coup, il a compris qu'il était un jouet. Voilà, parce qu'il ne savait pas avant, et c'est marrant parce que c'est vraiment Barbie avant l'heure. Oui, c'est ça. Hein. Et donc après, en plus, il s'est fait déboîter le bras, donc et Woody, qui doit regagner la confiance des autres jouets, fait semblant que Buzz est avec lui en train de lui serrer la main, alors qu'en fait, il utilise juste son bras. Et t'as senti le moment venir tout de suite. Oui, tu l'anticipais. Et c'est vrai que c'est un moment un peu traumatisant. Give me 5, man. Oui, j'ai pas You see, we're friends now, guys, aren't we, Buzz? What are you trying to pull? Surtout qu'il y a un truc que t'aimes pas généralement, c'est les accusations à tort. C'est vrai que j'aime pas voir des gens accusés à tort dans des œuvres. Et là, forcément, quand les jouets pensent que Woody a torturé Buzz, ça t'a fait beaucoup de peine. Non. Mais non, c'est angoissant. Mais non. C'est bien, j'ai l'air d'avoir 4 ans, c'est super. Grosse régression pendant ce film, mais c'est plus que triste. En fait, c'est juste que c'est hyper stressant parce que le camion, il va partir et t'es là, bon, arrêtez vos conneries. C'est comme toi et les quiproquos. Au bout d'un moment, t'es là, faut qu'on y aille, là. Je comprends. Et ça a continué après, j'étais très investie. Allez, suis-le. Non, c'est le camion de déménagement. It's the movie van. We gotta get out of here. Bon, allez, vas-y, vite. I'm okay. Non. Everybody say Non. Woody the van. Il va pas pouvoir passer. Non. Je vous jure, j'ai eu mon bac, j'ai fait des études, je suis quelqu'un de fonctionnel. Maman. C'est ça. J'arrive à vivre ma vie comme une adulte normale, mais même si ces extraits ne mentent pas ça, vraiment. Là, c'était beaucoup d'émotions pour toi. Vas-y, dépêche-toi. Oh là, ils sont chiants, ils comprennent rien. Mais non, mais qui regarde. Oh, c'est pénible maintenant. Faut arrêter là, il y a trop de rebondissements. Ah, j'en ai marre. Je suis désolée, je suis insupportable.
C'est marrant parce que ce film réactive les mêmes réactions que tu avais devant les films d'horreur, en fait. C'est-à-dire que tu étais très tendue et tu étais très impatiente. En général, j'aime pas ça. C'est ça. J'aime pas ça, j'aime bien ça, mais ça m'excède. Je suis impatiente de nature, donc... Ouais, c'est ça. Bon, du coup, on va passer direct à la fin, puisque vous n'en pouvez plus. Woody trouve enfin un stratagème pour libérer lui et Buzz des griffes de Sid. Les autres, ils ont qu'à crever. Hein. Il les libère tous les deux. Est-ce que tu peux décrire ce qui se passe ? En fait, il utilise le truc qu'il aurait dû utiliser depuis le début, c'est-à-dire que il fait croire à chaque fois qu'il est inerte et tout ça, alors qu'il pourrait l'effrayer en 2 secondes en montrant que c'est un jouet qui parle. Il bâtit tout un plan avec tous les espèces de monstres, des créations monstrueuses de Sid, et ils prennent leur vengeance en se retournant contre Sid et en lui montrant qu'ils sont animés et qu'ils peuvent lui parler, quoi. Ça fonctionne très très bien. Oui. C'est drôle. So play nice. Trop bien. Non, il faudrait libérer Buzz et il faut y aller là parce qu'il y a le camion qui va partir. Moi, perso, je m'en lasse pas. Comment tu penses que tu aurais accueilli le film si tu l'avais découvert à l'enfance en 96 ? Bien. Non, très bien. Je pense que j'aurais beaucoup aimé. Tu penses que tu aurais arrêté de torturer tes jouets ? À ce moment-là, Anaïs, j'avais déjà 8 ans, donc je les torturais plus. C'est vrai ? Oui, quand même. Je sais pas, Sid, il a plus de 8 ans, je pense. Oui, mais Sid, c'est un cassos. Moi, je torturais mes jouets quand j'avais 3 ans ou 4 ans, quoi. D'accord. Ah ouais. N'importe quoi. Bon, heureusement, tout est bien qui finit bien. Il y a une séquence d'action haletante incroyable à la fin avec une petite voiture automatique qui est plus rapide que les voitures qui circulent sur la route. C'est la voiture automatique la plus rapide du monde. Voilà, vraiment le jouet le plus efficace. Mais c'est vraiment hyper bien fait. Je sais pas quelle compagnie de jouets a fait un partenariat pour ce truc, mais ça fonctionne très bien. Ouais. Et donc finalement, ils arrivent avec la fusée et l'allumette, tout ça, je m'en souvenais très bien, à voler. Donc en plus, Buzz l'éclair qui a découvert qu'il ne savait pas voler, finalement, il arrive à s'envoler et il crie vers l'infini et au-delà. Et ils atterrissent par le toit, dans la voiture, juste à côté de Andy, qui retrouve ses jouets. Et il était très triste de les avoir perdus. Et donc là, c'est hyper mignon et on est très contents. Trop bien. What is... Woody, Buzz! Oh, great, you found me. Where were Oh, trop mignon. Non, mais désolé, vraiment. Enfin, j'ai honte, c'est horrible. La saison Pixar, elle va être rigolote, hein. Ouais. Ah ouais, non, mais ça, c'est sûr. Le film a été, tu t'en doutes, très très bien reçu. Non seulement par le public, ça a été le plus gros succès de l'année aux États-Unis. Ce qui est marrant, c'est que Hasbro et Mattel ont décliné la proposition de produire des jouets inspirés par Toy Story avant que le film sorte. Ils croyaient vraiment pas au truc, alors que c'est devenu un énorme succès et qu'ils ont été en rupture de stock après, puisque se sont associés à d'autres entreprises pour produire les jouets. L'accueil critique a évidemment été dithyrambique puisque c'était révolutionnaire. C'était le premier long métrage entièrement en images de synthèse 3D. C'était vraiment très, très, très impressionnant et ça a donné toutes les innovations qu'on a connues derrière. Et le film a été nommé à plusieurs Oscars. Il a été nommé à l'Oscar de la meilleure chanson originale, le meilleur scénario et la meilleure musique. D'ailleurs, la meilleure chanson originale, c'était You've Got a Friend in Me de Randy Newman, que tu connaissais quand le film a démarré. Oui. Et tu savais que ça venait de Toy Story ? Pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai été surprise après, je me suis rendu compte qu'il avait tout composé. Enfin, c'était que des chansons originales pour le film, mais pour moi, c'était une vieille chanson américaine. Ouais, c'est fou. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on voit aussi, là encore, la grosse influence de Disney, puisque les films Disney, pour le coup, c'était des comédies musicales avec des chansons il en faut pas pour être heureux, c'est ça qui est etc. trop bien. Voilà, moi c'est ça qui me... et ce film, c'est un peu un hybride, puisqu'il y a ces chansons de Randy Newman... thématiques en plus. Ouais, c'est ça, qui font des transitions émotionnelles pour les personnages, alors que maintenant, c'est pas toujours le cas dans les Pixar. Et moi, c'est des moments que j'ai trouvé un peu cringe dans Toy Story en le revoyant. Donc, moi, j'ai bien aimé. Je trouve ça pas mal. À part You've Got a Friend in Me, qui est trop bien. Mais... Non, je trouve qu'elles sont toutes bien. Le film a gagné un Oscar, et c'était un Oscar spécial.
remis à John Lasseter pour, je cite, Best vengeance. c'est ça, pour sa direction inspirée de l'équipe de Pixar et de Toy Story, ayant conduit à la réalisation du premier long métrage d'animation en images de synthèse. Waouh, ça c'est de l'Oscar. Ouais. Non, mais c'est comme quand on avait parlé du Steadicam qui ensuite a été utilisé pour Shining. Bon, ça c'était un Oscar technique, mais les Oscars spéciaux, c'est quand même... tu te poses là, quoi. C'est genre, on en a créé un spécial pour toi, c'est stylé. Dernier petit fun fact que tu apprécieras sans doute, Billy Crystal a refusé de faire la voix de Buzz l'éclair. Oh, quelle bêtise. Il a dû s'en mordre les doigts. T'as un MVP ? C'est les aliens. C'est l'alien qui va atteindre le nirvana. Là, c'est vrai qu'ils sont cool. Il n'y a pas mieux. Enfin, vraiment, c'est les meilleurs. Et toi, c'est qui ? J'avoue que j'adore les aliens. J'aime bien Zigzag le chien parce que je trouve ça hyper malin que il a pas vraiment d'allégeance parce que justement il part toujours à gauche et à droite parce que son corps est fait en ressort et donc il va jamais dans la direction où il veut aller et donc c'est lui qui sait jamais trop de quel côté se situer dans le film et j'aime bien ça. Merci de nous avoir écoutés. Merci Marie. Merci Anaïs. Si vous voulez voir ou revoir Toy Story, le film est disponible sur Disney+. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, Marie va me faire découvrir L'Arme Fatale 3. Ouais. Voilà. Si vous découvrez ou redécouvrez ces doudous 90s en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur notre compte Instagram Amis le podcast. On adore lire tous vos commentaires et vos questions. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous 5 étoiles et un petit commentaire et vous pouvez évidemment nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.